Bonjour et bienvenue dans l'émission La Parole à spécial éleveur. Aujourd'hui, on découvre un nouvel éleveur qui est venu témoigner de son quotidien et de ses défis. Mais avant de lui donner la parole, précisons que cette émission est réalisée en collaboration avec Akissine Duo, qui est un biocontrôle à impact positif. Il est aussi efficace qu'un produit conventionnel pour maîtriser l'accepto des blés, avec l'avantage de limiter les résistances. C'est donc un produit qui apporte à l'éleveur une solution efficace, souple d'utilisation et durable. Merci à eux pour ce partenariat. Et tout de suite, donnons la parole à Vincent de Souza. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment s'est passée ta journée au sommet ? Oh bien, arrivé ce matin, on a fait un petit tour général et puis cet après-midi un peu de entre guillemets boulot et peu de participation. Tu étais déjà venu ? Non, c'est la première année. Première année ? Ouais. Et alors ? Salon très professionnel, ça change d'autres salons et très intéressant parce que on rencontre plein de professionnels, techniciens, ingénieurs. C'est du concret. Ouais, du concret qui va nous faire avancer à la maison. Alors, on est là pour parler de toi et de ton élevage. Alors présente-moi qui tu es et ton élevage s'il te plaît. Moi j'ai 40 ans, ça fait 10 ans que je suis installé sur cette exploitation. On est sur un GAEC à 3 associés. On a des brebis laitières donc dans les Alpes-Maritimes, sur les hauteurs de Nice. On est à vol d'oiseau 12 km de la mer, 45 minutes de Nice. Et on a des brebis laitières donc et on transforme. On a 180 brebis. D'accord, 180 brebis. Tout en transformation et vente directe. Donc dans le 06 comme département, avec transformation, vente directe, avec des marchés ? On fait des marchés de plein vent, comme on dit, puis après on livre de la supérette, magasin de producteurs, épicerie fine, un peu de GMS. C'est qui s'occupe des marchés ? Moi en partie, et la commercialisation aussi, puis une grosse partie pour moi pour le troupeau. Ouais. Pour le troupeau, c'est ça ? Ouais. Alors, tu viens de présenter ton élevage, tu viens de présenter aussi toi, mais parmi toi et tes associés, est-ce que vous venez du milieu agricole ou pas forcément ? Non, on n'est aucun issu du milieu agricole. Aucun des trois ? Aucun des trois. Mes deux associés, c'est une reconversion professionnelle après l'âge de 40 ans et arrivé sur l'exploitation il y a 3 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu agricole. Je suis issu du milieu rural, mais pas des parents agriculteurs. D'accord. Alors, quand tu dis que tu es issu du milieu rural, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'autour de chez moi, il y avait des champs, des tracteurs, et des agriculteurs et des vignes. C'était le jardin ? C'était le bout du jardin, ouais. Donc, tu avais l'habitude d'aller chez les voisins pour... c'est donc, ça. tu as quand même grandi dedans, finalement ? Oui, j'ai grandi dedans, donc quasi-agriculteur depuis la naissance. Quasi-agriculteur. Alors, tu as fait quoi comme formation ? Tu m'as dit BTS ? Oui, j'ai fait un bac agricole, puis après un BTS en comptabilité gestion agricole, BTS Axe, pour ceux qui le connaissent, s'il a encore le même nom, parce que ça a changé depuis 20 ans sûrement. Et puis après, je me suis lancé. J'ai fait 10 ans de salariat en tant que berger d'estive et d'alpage dans la région PACA principalement. Et puis dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir acquérir et monter ma ferme, voilà. T'as saisi l'occasion. Donc du coup, dès le début, t'étais déjà dans la brebis en fait finalement. Ah, j'ai fait que de la brebis, ouais. Pourquoi la brebis ? Tomber amoureux trop tôt. Ah, qu'est-ce qui t'attire dans ce type d'élevage ? L'animal, le contact avec les animaux, le vivant. La nature. La nature, voilà. On va en parler parce qu'il y a aussi le côté pastoral qui est très important dans ton domaine d'activité. Mais juste avant ça, je voudrais te demander si tu m'as apporté l'accessoire que je t'ai demandé. Ouais, alors j'ai apporté un accessoire qui est un peu particulier mais en adéquation avec notre boulot. Donc c'est... Autour du cou, carrément. Autour du cou, ouais, c'est un sifflet qui permet de commander les chiens à distance. D'accord, alors vas-y, montre-le bien pour qu'on puisse le voir à la caméra. Donc voilà, pourquoi je l'ai mené ? Bon, c'est facilement à transporter, mais c'est surtout que dans nos systèmes pastoraux, on a énormément d'hectares, des grandes surfaces, on a besoin des chiens pour aller garder les moutons et les ramasser. J'ai aussi en parallèle de ça une certaine passion pour le dressage de chiens, mais pas à faire des concours, c'est vraiment une passion personnelle pour moi. D'accord. À dresser des chiens, et c'est un peu un outil indispensable, et ça me sert tous les jours pour le boulot, pour commander les chiens. Et t'as appris comment du coup le dressage ? J'ai fait un peu des formations, puis un peu par moi-même. D'accord, donc vraiment la passion... Ouais, c'est une envie. Mais et tu en as combien ? Des chiens ? Oui. 3. Donc il y a un vieux qui est à la retraite, un qui travaille et un jeune en formation. Voilà, c'est la transmission. Et... Ouais, il y a une transmission aussi. Ouais. Il y en a un tout de suite après l'autre qui est prêt à reprendre la relève finalement. Ouais, c'est ça. Alors l'accessoire, merci d'avoir apporté, c'est bien, mais autour du cou, comme ça, tu ne peux pas le perdre.
Non. Alors on parle du système pastoral, tu viens un peu de nous expliquer. Comment ça se passe dans ton élevage avec tes associés, comment vous gérez ça? Alors nous on a un système pastoral, c'est-à-dire qu'on essaye de faire pâturer au maximum nos animaux à l'extérieur. Donc pour nos 180 brebis, uniquement pour l'hiver, on a 250 hectares de parcours sur la commune. Ensuite, on part sur une estive dans le Mercantour. D'accord. Qui est très grande, avec d'autres éleveurs. On mutualise sur des groupements pastoraux pour donc, embaucher. Transhumance collective. Ouais, transhumance collective. Et donc notre but, c'est de faire pâturer le maximum dehors. Et qui dit dehors, dit qu'il faut aller garder les moutons, les surveiller. Alors c'est qui s'en occupe? Vous avez un berger? Alors l'hiver à la maison, c'est principalement moi, un peu mon associé quand je suis pas là, comme aujourd'hui. On embauche 2 mois pendant la période d'agnelage parce qu'on n'arrive pas à faire l'agnelage et à les garder la journée, bien entendu. Et ensuite, l'été, on mutualise pour embaucher quelqu'un pendant 4 mois sur les hautes estives. Ça commence quand, la transhumance? On fait ça du 20 juin et on va revenir le 23 octobre cette année. Donc bientôt, là? Ouais, bientôt, ouais. Vu qu'on est début juin, bientôt. Et est-ce que tu as des risques particuliers, vu qu'elles sont quand même souvent dehors sur une partie de l'année? Le risque particulier de l'environnement, la météo, non, on le gère et puis les moutons sont habitués. Le principal risque après nous, c'est la prédation sur la... On y reviendra dessus juste après. On va détailler cette partie-là en deuxième partie. Et après, au niveau sanitaire? Au niveau sanitaire, on n'a pas grand-chose. On a des élevages... Ces parcours et l'extensif fait qu'on a très peu de problèmes de parasitage. Ça limite? Ouais, c'est ça. Ça limite beaucoup. Et donc, c'est une force? C'est un des points forts de notre système. Après, il y a des points faibles aussi, mais ça c'est un point fort. Ouais. Vincent, ce que je te propose de faire, c'est d'enchaîner sur un petit jeu. Tirage de cartes, c'est très simple. Tu vois sur la table, je vais pouvoir te les montrer. Il y a 3 petites cartes. Là, alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, tu as... Café. Ouais, tu as bien deviné. La deuxième... Un tracteur. Oui. Et le dernier... Un joker. Carte joker. Parmi ces 3-là, je te les montre une dernière fois. Laquelle veux-tu tirer? On va prendre la tasse de café. La tasse de café. Très bon choix. Vincent, à quoi tu penses pendant ton café du matin? Dès que tu te lèves? Le matin, tu bois du café déjà? Non, le matin, c'est un bol de thé. Mais bon, alors pendant ton thé, on voit pas très bien. À quoi je pense? À ce que je vais faire dans la journée et puis ce qui va se passer le lendemain et le surlendemain. Parce que j'aime bien aussi prévoir sur plusieurs jours ce qui va se passer quand même. L'anticipation? Ouais, c'est important. Pourquoi? C'est important dans l'organisation et puis l'important avec les animaux, les vivants et les animaux qui sont dehors, c'est toujours prévoir si ce qui est prévu ne marche pas, comment je vais faire. Donc c'est toujours y avoir une porte de sortie. Ouais, donc toujours. Du coup, ta routine du matin, quand tu te lèves et que tu bois ta tasse de café, tu réfléchis, tu anticipes et après ça s'organise comment? Après, tu prends les chiens, la voiture, et puis tu montes le sifflet. Et, le sifflet, en fait, tu te lèves le matin, il est à côté du lit, tu le mets autour du cou, donc il est déjà là. Tu es déjà équipé. Et ensuite, oui, tu prends les chiens et puis tu vas voir les animaux dehors. Donc la première truc, c'est que est-ce qu'ils ont dormi au bon endroit? C'est bon. Et puis s'ils n'ont pas dormi au bon endroit, c'est la porte de secours qu'il faut l'ouvrir. Écoute, bonne réponse alors. Mais je vais te demander d'en choisir une dernière. Vas-y, tu as le droit à une carte en plus. Le joker, parce que nous les tracteurs, comme on n'a pas de mécanisation chez nous, ça fait un peu... Joker. Très bien, bonne réponse. Alors si tu avais une deuxième chance dans ton parcours d'éleveur, tu changerais quoi? Je pense que je changerais rien. Je vois pas pourquoi j'aurais... Non, la chance, elle est... J'ai eu une très bonne chance et je pense qu'elle a tout comblé, ouais. Non, je... Fier de ton parcours? Ouais, fier, c'est compliqué, mais pas de regret. Donc il n'y aurait pas de... S'il y a une deuxième chance, tu changerais rien finalement, tout pareil. Non. Ouais. Parfait, merci Vincent pour tes réponses et ton authenticité. Et pour continuer, je te propose d'aller sur un sujet que tu connais bien, un défi sur ton élevage qui est la prédation. Tu l'as mentionné juste au début et on va pouvoir un petit peu aborder le sujet ensemble et creuser cette problématique sur ton département. Le défi principal pour toi et donc dans le département du 06, c'est la prédation du loup à laquelle tu es régulièrement confronté, surtout ces dernières années, il me semble. Tu as eu des pertes sur ton élevage? Oui, on a des pertes tout le temps, avec des hauts et des bas suivant un peu les saisons. Ce printemps, ça a été compliqué. Et la prédation, c'est un sujet... Chaque année? Tu as déjà estimé un petit peu tu as des chiffres à nous fournir? On part d'un principe, sur mon exploitation, c'est à peu près 10% du cheptel tous les ans qui est prédaté. D'accord. Donc on peut arriver sur un peu plus de certaines années, un peu moins l'année d'après. Mais si on lisse, c'est à peu près ça, quoi.
Ce serait pire sans tes chiens finalement. Donc voilà, on est équipé, 3 chiens de protection, gardiennage, parc, on met tout en œuvre pour protéger notre troupeau. Les chiens de protection, on les enlèvera jamais, parce que si on les enlevait, on n'aurait plus de moutons, plus de brebis. Et puis d'élevage. Et puis on travaille sous cette contrainte-là tous les jours. Et dans le département, parce que là tu parlais de ton cas dans l'élevage. Dans le département, c'est très compliqué. On a le premier département sur le retour du loup en France dans les années 90, en 92, avec une grosse explosion en 98. Et on est encore le département le plus impacté de France. Cette année, c'est énorme. On a plus 25% d'attaques, plus quasiment 50% de victimes. Depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. C'est très problématique. Et voilà, on essaie de mettre en place des moyens, plein de choses. On essaie de trouver des solutions pour arriver à s'en sortir, quoi. En plus, vous avez un risque qui est linéaire sur toute l'année. On n'a pas d'hivernage. On a très peu d'endroits sur la commune. On a toujours des animaux dehors toute l'année. Donc en fait, dès que vous avez un animal dehors, le risque est là. Donc c'est 365 jours de présence du loup et de pression du loup. 1er janvier, Noël. Et du coup, j'imagine que sur les cheptels dans ton département, il y a aussi une évolution du nombre de têtes par troupeau. L'évolution, elle est à la baisse, malheureusement. En 20 ans, on a perdu la moitié du cheptel du département. On est passé de 60 000 à moins de 30 000 brebis. Les jeunes, il n'y en a plus. Ça, c'est vraiment un gros problème et c'est vraiment un gros désarroi, je trouve. 120 éleveurs, 62 ans de moyenne d'âge. On est 20 de moins de 50 ans. Oui. Dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes. Dans 10 ans, je n'ose même pas imaginer qu'on va pouvoir se faire des petites réunions entre nous autour d'une table dans un café et on sera tous là, quoi. Ouais, mais bon, on n'arrive pas à installer des jeunes, quoi. Et du coup, comment tu vois la situation dans quelques années pour toi? Comment tu te projettes? On n'y pense pas. Pourtant, tu as dit que tu aimais anticiper. Ouais, mais là, l'anticipation, elle est trop compliquée, puis elle n'est pas gérable. C'est compliqué, effectivement. Ouais. Et alors, comment ça se passe niveau indemnisation L'indemnisation, vous retrouvez une brebis, une carcasse, une brebis prédatée. C'est ce que tu m'expliquais, il faut qu'il y ait toujours à chaque fois la carcasse. Voilà. Il faut qu'il y ait la carcasse et compagnie. Et ensuite, il y a un agent constateur qui vient faire des relevés pour voir si... alors c'est un peu trash, mais si la victime a bien été prédatée, consommée, comme la technique du loup, tout ça. Pour bien justifier que ça vient du loup. Pour bien justifier que ça vient du loup. Puis après, il y a tout un processus d'indemnisation qui est mis en place par derrière. Comment tu vis ça au niveau en tant qu'éleveur? On le vit jamais bien. Hein. On le vit jamais bien. On n'élève pas des animaux pour se les faire défoncer, quoi. Oui, donc il y a un impact moral finalement. Oui, psychosocial, c'est énorme. On a fait une étude là sur le département avec plusieurs volets sur l'impact du retour du loup sur un secteur, sur un foyer de prédation, comme on le dit au niveau national. Oui. Et c'était la zone de France où il y avait le plus d'impact du loup et le plus de brebis, de victimes de France. Donc on a fait une étude là-dessus, avec plusieurs volets sur l'environnement du loup, sur les risques psychosociaux. Il y avait 4 volets en tout, plus un 5e de coordination. Et voilà, et les risques psychosociaux sont énormes. Ça a été mis en place par une psychologue de la MSA qui a fait l'étude sur ce volet-là. D'accord. On est tous traumatisés, en fait, malheureusement. Oui, c'est du coup... voilà. Et alors, au niveau des institutionnels, comment ils vous accompagnent sur cette partie-là? On a un soutien quand même du département, de la région PACA aussi, par leur président. Il y a un soutien là-dessus. Mais jusqu'à présent, le soutien était uniquement financier pour contrer les impacts. Sur le plan moral, il y avait très peu de suivi. La MSA avait des psychologues, les mesures de répit. C'est ça qui est important dans ce que tu expliques. C'est la partie morale et psychologique à aussi prendre en compte au-delà de la partie économique et des indemnisations. Énorme. Après, c'est toujours pareil. Quand ça tourne pas rond dans la tête, pour n'importe quelle personne, quand ça tourne pas rond dans la tête, tout va mal. Après, c'est le début du déclin. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé un peu chez nous dans le département quand même. Et tu parlais d'une étude. Il me semble qu'il y a une étude que vous avez menée sur le département des Alpes-Maritimes récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'est cette étude-là, en fait. On est parti on a eu en 2020-2021, on s'est fait mettre un peu le doigt dessus par le préfet et coordonnateur scellé sur les 50 élevages les plus prédatés de France. Il fallait trouver une solution pour eux. On avait 25 dans le département des Alpes-Maritimes sur les 50. D'accord.
Et, donc un ratio assez élevé quand même. Ouais, et donc ils voulaient nous mettre en place des études de vulnérabilité pour ces éleveurs-là, obligatoires, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier des indemnisations et des subventions d'aide aux contrats de protection, pour que ces gens apprennent à travailler avec le loup. On a refusé sur le département, parce que des éleveurs qui sont confrontés depuis 20 ans à la prédation et qui sont toujours en place, automatiquement, ils ont adapté leur méthode de travail et ils en ont plus à nous apprendre que ce qu'on va leur en apprendre. On a dit c'est quand même un peu indécent d'aller voir des éleveurs avec une expérience comme ça et leur dire on va vous expliquer comment faut bosser. Mais en contrepartie, on a négocié qu'une analyse de vulnérabilité ne doit pas se faire à l'échelle d'une exploitation, mais à l'échelle d'un territoire. Parce qu'une meute de loup, elle est attachée à un territoire. Et donc on a négocié ça, on a réussi à monter un appel à projet là-dessus et on a trouvé des financements, on a trouvé des scientifiques qui sont venus bosser là-dessus. Oui, parce que du coup, vous êtes entouré de qui pour faire cette étude? On s'est entouré de scientifiques pour la simple bonne raison, c'est que si aujourd'hui on veut qu'une étude soit portée et reconnue, il faut qu'elle soit faite dans un cadre scientifique par des scientifiques et des protocoles scientifiques. Donc on n'est pas scientifique, on est éleveur, on garde des moutons. Donc on est allé chercher des scientifiques qui ont répondu à cet appel-là et qui ont bossé là-dessus et qui ont sorti une étude sur l'impact de la prédation sur les élevages, sur le psychosocial, sur l'environnement, sur les relations avec les autres usagers, le multi-usage comme on le dit aujourd'hui, tous ces volets-là. Et du coup, vos conclusions? Conclusions sont qu'on s'est adapté, on a pu mettre en évidence que les éleveurs ont changé leurs pratiques pour pouvoir continuer à rester sur le territoire. Mais on a encore des limites sur le multi-usage, on a encore des limites sur la gestion des chiens de protection. Les risques psychosociaux n'ont jamais vraiment été pris en compte. Donc on a tous vécu pendant 20 ans dans le déni un peu, puis c'est un peu le côté aussi agricole, de ne pas vouloir... On serre les dents quand ça va mal. Et puis voilà, puis après l'étude était vraiment très large et très complexe, donc on va essayer d'en faire un résumé, mais ça va être compliqué. En tout cas, l'objectif c'est en tout cas d'avoir un projet qui soit applicable aussi à d'autres départements, si je comprends bien. Voilà, en fait cette première étude on l'a vue, elle a été acceptée, elle a été validée par la préfecture Aura. Aujourd'hui elle sert de cadre pour les autres études sur d'autres territoires. Il faut les adapter parce que pas tous les territoires se ressemblent. La France, c'est une diversité. Mais il faut arriver à suivre ce cadre-là pour qu'on puisse après les répliquer, puis surtout qu'on puisse les comparer d'un massif à un autre, d'un secteur à un autre, qu'on ait un peu des éléments de comparaison. Tu parles des patous. Tu disais tout à l'heure que tu avais une passion par rapport aux chiens et au dressage de chiens et aux risques autour des patous. Tu as une anecdote à nous partager par rapport à ça? Sur le patou, le chien, ta passion pour l'élevage et le dressage des chiens? Tu n'en élèves pas forcément, mais qui sait peut-être. Dressage des chiens, c'est parce que pour tous les chiens de conduite, c'est parce que c'est pour simplifier le travail. C'est pratique, on a des chiens qui travaillent à 200, 300, 400 mètres de distance et tout ça. Chiens de protection, c'est des chiens qui sont fabuleux. Aujourd'hui, nous, on les aime parce que c'est eux qui protègent notre troupeau. Ils nous posent énormément de contraintes. Moi, j'ai eu régulièrement, j'ai eu ce printemps un problème avec une personne du village qui est très respectueuse, que je connais très bien, qui est tombée à cheval à cause de mon chien. Et puis voilà, on fait avec. Après, les chiens sont gentils. Et puis de toute façon, si on n'avait plus de chiens de protection, on n'aurait plus de moutons. Oui, c'est ce que tu nous expliquais effectivement au début. C'est vital. C'est vital. Et puis on essaye de les élever, on essaye d'améliorer les choses, tout ça. Mais c'est vraiment... Et une anecdote de ton métier à nous partager? Une anecdote? Si tu en as une, bien évidemment. Avec toute cette expérience, on en a plein. Mais non, l'anecdote, c'est quand même de voir ces animaux qui sont quand même familiers avec nous. Oui. Et le lien qui nous suivent quand on va dans les parcours, quand on les appelle, elles viennent, elles nous suivent, elles nous lèchent les mains. On a vraiment, moi personnellement, j'ai vraiment un lien assez fort avec mes animaux, que ce soit les chiens bien sûr, mais aussi les moutons quand même. Non, c'est bien. Vincent, je te propose de passer à une dernière partie, c'est une carte blanche. Le principe, il est très simple, brièvement. Tu peux quand même détailler un petit peu. Si tu avais un dernier message à transmettre, soit à quelqu'un qui a envie de se lancer comme toi sur la partie ovine ou même autre filière, qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Une carte blanche, je te laisse me dire ce que tu souhaites partager. Moi, ce que je souhaite partager, c'est qu'aujourd'hui, on est une agriculture française forte et diversifiée. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va tenir l'agriculture française. C'est la diversité des agricultures françaises dans toutes les filières qui fait qu'on va pouvoir rester fort et unis et se maintenir sur un territoire et dans des contextes. Aujourd'hui, moi, j'ai une petite exploitation dans un territoire qui est très loin. On n'a plus de services agricoles sur notre territoire.
Et aujourd'hui, on fait appel à des services agricoles dans d'autres départements, donc à 2-3 heures de route. Et aujourd'hui, ces services agricoles-là, mais comme les filières, comme les coopératives, comme les fournisseurs de matériel, si on veut continuer à bénéficier de ces services, il faut qu'il y ait des agricultures qui les fassent tourner. Et même si nous, on est une petite agriculture et que parfois certaines personnes disent oui, mais nous, on est en dehors de l'agriculture française, non. Parce que même en étant petit agriculteur, on a besoin de barrières, on a besoin d'un tracteur, qui est quelqu'un qui nous le répare. Et aujourd'hui, je sais pertinemment qu'avec mon tracteur où je fais le podeur, le concessionnaire, il ne vit pas avec moi. Il vit avec les agriculteurs qui ont de plus grosses surfaces, mais j'ai besoin de lui. Et voilà. Donc finalement d'être accompagné et que aussi d'avoir matière pour que les acteurs puissent vivre sur le territoire. Mais oui, mais l'agriculture du nord de la France et du sud de la France, on est tous interdépendants au final parce qu'ils produisent des choses qu'on n'a pas et nous on peut produire des choses qu'eux n'ont pas non plus. Il ne faut pas sectoriser l'agriculture en France. Oui, c'est complémentaire. On est tous complémentaires. Ouais. Vincent, je te remercie pour tes réponses. Je souhaite remercier aussi Akissin Duo pour le partenariat de cette émission, toujours les équipes techniques derrière les caméras. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission du Comptoir des éleveurs. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.